on donne tout à une intelligence artificielle. Pas n'importe quelle IA, une IA générative, du même type que celle qui crée des images à partir de texte. Sauf que celle-ci, au lieu de lui donner du texte, on lui donne des signaux cérébraux. On lui dit, à partir de ces signaux, génère-moi l'image telle que cette personne était en train de la regarder. Et ça a marché. Les premiers résultats en 2019 étaient impressionnants. L'IA arrivait à reconstruire des visages qui ressemblaient à ceux que la personne avait vus. Pas identiques, pas parfaits, mais reconnaissables. On pouvait distinguer si c'était un homme ou une femme, si la personne avait des cheveux blonds ou bruns, si elle portait des lunettes ou non. Le contour général, l'expression, l'ambiance du visage, tout ça était là. Certes flou, imparfait, mais présent. Mais les choses vont très vite dans ce domaine. Très, très vite. Et c'est là qu'il faut comprendre un point essentiel. Ces recherches surfent sur une vague technologique beaucoup plus large, l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Les IA qui génèrent des images progressent à une vitesse folle. On a tous déjà entendu parler de Midjourney, de DALL-E ou de Stable Diffusion, ces programmes qui créent des images à partir d'une simple description en texte. Eh bien, les chercheurs utilisent exactement le même type de technologie. Sauf qu'au lieu de partir d'un texte, ils partent de signaux cérébraux. En 2023, avec les dernières générations d'IA, les résultats sont devenus stupéfiants. On montre à une personne une photo de 2 vaches dans un champ, et l'IA reconstruit à partir de son cerveau une image avec 2 vaches dans un champ. Les vaches sont au bon endroit, le ciel est en arrière-plan, le champ est penché dans la bonne direction. L'IA voit littéralement ce que vous voyez. Il y a 20 ans, ça aurait été considéré comme de la magie. Il y a 10 ans, comme un fantasme de chercheur un petit peu trop optimiste. Aujourd'hui, c'est publié dans les plus grandes revues scientifiques du monde et reproduit dans plusieurs laboratoires en France, aux États-Unis, au Japon et même en Chine. Et il y a un détail qui rend ça encore plus intéressant. Stanislas Dehaene, l'un des plus grands spécialistes mondiaux du cerveau, a montré quelque chose de fascinant dans ses recherches. La grande majorité de ce que fait votre cerveau, il le fait sans que vous en ayez conscience. Quand vous voyez un visage, votre cerveau le reconnaît inconsciemment avant même que vous en preniez conscience. Quand vous lisez un mot, votre cerveau en comprend le sens avant même que vous ayez l'impression de l'avoir lu. Il y a en permanence tout un monde de traitements, de calculs, d'interprétations qui se passe en permanence sous la surface sans que vous le sachiez. Et c'est précisément ce traitement inconscient, cette activité souterraine permanente que les machines commencent à lire. Pas seulement ce que vous décidez de penser, mais ce que votre cerveau fait automatiquement sans vous demander votre avis. Parce que vous ne faites pas que voir des choses, vous pensez. Vous avez une petite voix dans votre tête, celle que vous avez par exemple quand vous êtes en train de lire un texte. C'est celle qui commente, qui réfléchit, qui formule des phrases silencieuses que personne d'autre n'entend. Est-ce qu'on peut lire ça aussi ? Est-ce qu'une machine peut entendre votre voix intérieure ? En 2023, 2 chercheurs de l'Université du Texas à Austin, Jerry Tang et Alexander Hutt, ont publié une étude dans Nature Neuroscience, l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Et cette étude a fait l'effet d'une véritable bombe dans la communauté scientifique. Ils ont développé ce qu'on appelle un décodeur sémantique. Le nom est un peu technique, mais l'idée est très simple. C'est un programme capable de traduire l'activité de votre cerveau en texte, en mots, en phrases et en continu. C'est comme si quelqu'un lisait vos pensées et les tapait sur un clavier en temps réel. Le protocole est le suivant, on met une personne dans un IRM. Pendant des heures, elle écoute des podcasts, des histoires, des récits. Pendant tout ce temps, l'IRM enregistre l'activité de son cerveau. Et une IA, basée sur le même type de modèle que ChatGPT, apprend à faire le lien entre les patterns d'activité cérébrale et le ou les mots qui étaient prononcés à ce moment-là. Pour l'IA, c'est un petit peu comme si vous appreniez une langue étrangère. Au début, vous ne comprenez rien. Puis, à force d'écouter, vous commencez à reconnaître des mots, des structures, des intentions. L'IA fait exactement pareil. Elle apprend le langage de ce cerveau en particulier. Elle apprend que quand telle combinaison de zones s'active, de telle manière, ça correspond à telle idée, tel concept, tel mot. Et une fois que l'entraînement est terminé, on passe au vrai test, le moment de vérité. La personne écoute une nouvelle histoire, une histoire qu'elle n'a jamais entendue, que l'IA n'a jamais vue, et l'IA, juste en lisant son cerveau, sans aucune autre information, essaye de deviner ce qu'elle entend. Et les résultats sont assez dingues. La personne entend « Je n'ai pas encore mon permis de conduire » et l'IA décode « Elle n'a pas encore commencé à apprendre à conduire ».
C'est pas mot pour mot, mais le sens est là. L'idée est là. L'IA a compris ce que la personne était en train d'entendre. C'est pas à l'identique, les mots sont différents, mais l'émotion est là, la situation est là et le sens est terriblement proche. Mais attendez, les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi demandé aux participants de regarder des vidéos courtes, muettes, sans aucun son. Et l'IA, juste en lisant l'activité cérébrale, arrivait à décrire ce qui se passait dans la vidéo. Pas les détails exacts, mais le sens général. Une personne marche dans une pièce. Quelqu'un tient un objet. L'IA ne voit pas la vidéo, elle ne voit que votre cerveau. Et à partir de votre cerveau, elle comprend ce que vous regardez. Et c'est là que ça devient intéressant. Les chercheurs ont ensuite demandé aux participants de ne plus écouter l'histoire, de simplement imaginer qu'ils racontaient une histoire, en silence, dans leur tête, sans prononcer le moindre mot, sans bouger les lèvres, sans faire le moindre geste. Et l'IA arrivait quand même à capter le sens de ce qu'ils pensaient. Pas parfaitement, mais suffisamment pour qu'on comprenne l'essentiel de ce qu'ils avaient en tête. Ici, on a une machine sans aucun contact physique avec la personne, sans implant, sans électrode, sans rien qui touche votre corps, juste un scanner cérébral et un algorithme qui arrive parfaitement à lire vos pensées les plus silencieuses. Pensées que vous n'avez jamais prononcées, celles qui existent que dans votre tête. Ça, c'était en 2023. On sait faire ça. Pas parfaitement, pas à chaque fois, mais suffisamment pour que les plus grandes revues scientifiques du monde publient ces résultats et que la communauté scientifique les prenne très très au sérieux. Alors maintenant, avant que la panique s'installe, il y a quelque chose de crucial à comprendre. Votre cerveau parle son propre langage. C'est une découverte qui a surpris les chercheurs eux-mêmes. Quand on entraîne une IA à décoder le cerveau d'une personne, cette IA ne fonctionne que pour cette personne. Si on prend le même programme entraîné sur le cerveau de Pierre et qu'on essaye de l'utiliser pour lire le cerveau de Marie, on obtiendra du charabia. Rien de cohérent, rien d'exploitable. Comme si on essayait de traduire du japonais avec un dictionnaire chinois. C'est comme si chaque cerveau avait inventé son propre code, sa propre manière de représenter le monde. Pour bien comprendre, imaginez deux personnes qui parlent chacune une langue que personne d'autre au monde ne parle. Elles voient les mêmes choses, elles vivent les mêmes expériences, mais elles les décrivent dans des langues complètement différentes. Vous et moi, on regarde le même coucher de soleil. On voit la même chose. Mais dans nos cerveaux, l'information est encodée de manière complètement différente. Les mêmes zones s'activent, à peu près, mais les patterns précis, les combinaisons de signaux, la manière dont les neurones s'organisent pour représenter le concept de coucher de soleil, tout ça est unique à chaque individu. Votre cerveau a son propre dialecte et personne d'autre le parle. Pour que l'IA puisse vous lire, il faut d'abord qu'elle apprenne votre langage à vous. Et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Dans l'étude de Tang et Hutt, chaque participant a passé environ 16 heures dans un IRM pour l'entraînement. 16 heures allongées dans un tunnel bruyant, immobile, sans pouvoir bouger, à écouter des podcasts pendant qu'une machine cartographie méthodiquement votre cerveau. Et puis, il y a une autre limite, tout aussi importante. Il faut que la personne coopère. Si le sujet décide de résister et de penser à autre chose, de se mettre à compter dans sa tête ou à imaginer une chanson pendant qu'on essaye de le décoder, les résultats deviennent inutilisables. L'IA perd complètement le fil, le signal se brouille. Les chercheurs ont testé ça explicitement. Ils ont demandé à des participants de saboter le décodage en pensant à autre chose. Et ça a marché. Le décodeur s'est effondré. Et il y a aussi une différence importante entre percevoir et imaginer. L'équipe de Valrulen à Toulouse a testé ça. Ils ont demandé à des sujets de choisir un visage parmi 20, de fermer les yeux et de l'imaginer. L'IA arrivait à identifier quel visage la personne imaginait parmi les 20 possibles. Mais quand elles essayaient de reconstruire précisément le visage, le résultat était beaucoup plus flou. Parce que quand vous imaginez quelque chose, l'activité cérébrale est plus diffuse, moins nette que quand vous le voyez réellement. Votre cerveau ne fait pas la même chose quand il perçoit et quand il imagine. Et l'IA le sent. Donc pour l'instant, on ne peut pas lire les pensées de quelqu'un à son insu. Il faut sa coopération active, des heures d'entraînement et une machine de 3 tonnes qui coûte plusieurs millions d'euros. Personne ne va vous scanner le cerveau dans le métro ou au bureau. C'est physiquement impossible avec la technologie actuelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est important parce que ça signifie que pour l'instant, la lecture des pensées ne peut se faire qu'avec votre consentement. Mais il y a un mais, et c'est un gros mais.
Parce que tout ce que je viens de vous décrire, c'est l'état actuel de la technologie. Et si vous avez suivi un minimum l'évolution de l'intelligence artificielle ces dernières années, vous savez une chose, ça va très vite, incroyablement vite. En 2019, l'IA de Val Rulen reconstruisait des visages flous et approximatifs. En 2023, elle reconstruit des scènes complexes avec des animaux, des paysages, du texte. En 4 ans, on est passé de « on devine vaguement si c'est un homme ou une femme » à « on voit 2 vaches dans un champ ». 4 ans, c'est rien. Et les chercheurs travaillent déjà sur des alternatives à l'IRM. Il existe une technologie qui s'appelle la FNIRS, la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle. En gros, c'est un casque beaucoup plus petit qu'un IRM qu'on peut porter sur la tête. Il peut mesurer le même type de signaux que l'IRM, le flux sanguin dans le cerveau, mais de manière portable. Il est moins précis, certes, mais il est portable. Alexander Hutt, un des chercheurs de l'étude de Texas, a dit lui-même que leur approche pouvait être transposable à cette technologie. Et puis, il y a Neuralink. En janvier 2024, Elon Musk a implanté sa première puce cérébrale dans un être humain. Un homme de 30 ans, tétraplégique, depuis un accident de plongée. Avec cette puce plantée directement dans son cerveau, Nolan peut contrôler un ordinateur par la pensée. Il joue aux jeux vidéo, il navigue sur Internet, il déplace un curseur sur un écran juste en y pensant. 1 an après l'opération, dans un interview, il avait dit que sa vie entière avait changé. Il est retourné à l'université, il a lancé sa propre entreprise. Neuralink, c'est une approche radicalement différente de l'IRM. C'est invasif, il faut ouvrir le crâne, implanter des électrodes directement dans le tissu cérébral, mais la précision est incomparablement supérieure. Pour comprendre, imaginez que vous êtes dans un stade de foot plein à craquer. L'IRM, c'est comme écouter le brouhaha à l'extérieur du stade. Vous pouvez dire si la foule est contente ou en colère, mais vous ne pouvez pas distinguer une conversation précise. Neuralink, c'est un petit peu comme avoir un micro branché directement sur l'oreille d'un spectateur. Vous entendez chaque mot qu'il prononce. Et Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, travaille de son côté sur un système qui décode les images du cerveau en temps réel grâce à une autre technologie d'imagerie. En 2025, ils ont annoncé pouvoir décoder la production de phrases avec 80% de précision sur les caractères. Je ne sais pas si vous voyez la tendance. Chaque année, la technologie devient plus précise, plus rapide, plus portable, moins chère. Les limites d'aujourd'hui, les 16 heures d'entraînement, la machine de 3 tonnes, la coopération nécessaire sont des limites techniques, pas des limites fondamentales. Et les limites techniques, ça se dépasse. C'est ce qu'elles font, c'est ce qu'elles ont toujours fait. Il y a 30 ans, un téléphone portable pesait 1 kg et servait qu'à téléphoner. Aujourd'hui, il tient dans votre poche et contient plus de puissance de calcul que les ordinateurs qui ont envoyé des hommes sur la Lune. Les technologies de décodage cérébral suivent la même trajectoire. Elles sont lourdes, chères, imparfaites aujourd'hui, mais elles ne le seront pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Commençons par le positif, parce qu'il y en a, et il est immense. Pensez à Jean-Dominique Bauby. C'est une histoire que vous connaissez peut-être. En 1995, cet homme, rédacteur en chef du magazine Elle, un homme brillant, cultivé, plein de vie, a fait un AVC massif. Il se réveille du coma avec ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement. Son cerveau fonctionne parfaitement, il pense, il ressent, il comprend tout ce qu'on lui dit. Il entend les conversations autour de lui, il reconnaît les voix de ses enfants, mais son corps, lui, est entièrement paralysé. Le seul mouvement qu'il peut encore faire, c'est cligner de la paupière gauche. Une seule paupière. C'est tout ce qui lui reste pour communiquer avec le monde extérieur. Et avec cette unique paupière, lettre par lettre, clignement par clignement, dans un effort surhumain de patience et de volonté, il a dicté un livre entier. Le scaphandre et le papillon. Un chef-d'œuvre absolu, chaque mot lui prenait environ 2 minutes. Le livre lui a pris des mois. Imaginez maintenant la même situation, mais avec un décodeur cérébral. Imaginez que Jean-Dominique ait pu simplement penser ses phrases et qu'une machine les retranscrive en temps réel sur un écran. Pas de lettre à lettre, pas clignement par clignement, mais phrase par phrase, idée par idée, au rythme de sa pensée. Imaginez la différence, des mois de travail épuisants remplacés par quelques heures, un livre entier dicté par la pensée. Eh bien, c'est exactement vers quoi ces technologies nous emmènent. Et ça, c'est pas un fantasme lointain. En février 2025, l'équipe de Tang et Hutt a publié une nouvelle étude montrant que leur décodeur amélioré pouvait aider des personnes atteintes d'aphasie. Ces personnes qui, suite à un AVC, ont perdu la capacité de parler alors que leur cerveau fonctionne encore.
Pour des millions de personnes dans le monde qui vivent avec une paralysie, une aphasie, un syndrome d'enfermement, c'est un espoir colossal. La possibilité de retrouver une voix, de communiquer à nouveau. Stanislas Dehaene, l'un des plus grands neuroscientifiques français, qui dirige le centre Neurospin au sud de Paris, travaille depuis des années sur le décodage de la conscience. Son équipe a montré qu'on pouvait détecter des signes de conscience chez des patients en état végétatif. Des personnes qu'on croyait perdues, enfermées dans le silence, et qui en réalité étaient peut-être encore là, conscientes, mais incapables de le montrer. En leur demandant d'imaginer qu'ils souhaitent jouer au tennis ou qu'ils se promènent dans leur appartement, les chercheurs ont vu leur cerveau s'activer exactement comme celui d'une personne consciente. Le patient ne pouvait pas bouger, pas parler, même pas cligner des yeux, mais son cerveau criait « Je suis là ». Il y a quelqu'un à l'intérieur. Et grâce à ces technologies, on commence à pouvoir l'entendre. On pourrait aussi, un jour, décoder les rêves. L'équipe de Dehaene a déjà montré qu'en réveillant une personne pendant son sommeil paradoxal et en analysant son activité cérébrale juste avant le sommeil, on pouvait prédire si son rêve contenait un visage ou non. Alors, on n'en est pas encore à enregistrer vos rêves comme dans un film, loin de là. Mais le fait qu'on puisse deviner des fragments, c'est déjà impressionnant. Inception, encore une fois, semble moins fictif qu'avant. Ça, c'est le côté lumineux. Le côté qui donne espoir, qui justifie tout. Le côté qui justifie des centaines de chercheurs dans le monde qui consacrent leur carrière à ces recherches. Mais il y a aussi un autre côté. Et ce serait irresponsable de ne pas en parler. Pendant très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, il y avait quelque chose qu'on ne pouvait jamais vous prendre. On pouvait vous priver de votre liberté, on pouvait vous enfermer dans une cellule, on pouvait vous réduire au silence, on pouvait vous prendre vos biens, votre dignité, votre